Ceci n'est pas un simple bâton, c'est Steve. Steve était un enfant timide, toujours à chercher la protection de ses parents. Il admirait particulièrement son papa, qui lui semblait être un vrai aventurier. Et il se disait qu'il n'était pas assez courageux pour être comme lui. Un jour, son père lui promit de l'emmener dans une grande aventure. C'était le plus beau jour de sa vie. Mais il attendit longtemps ce jour-là. Son père ne vint jamais le chercher. Sa maman avait trouvé une lettre dont il ne comprit que bien plus tard le contenu. Elle était triste et même si Steve l'était aussi, il allait s'occuper d'elle. Alors, il décida de lui faire des gâteaux. C'est un bâton. Pire, un bâton qui n'existe que dans vos têtes. Je suis allé en Afghanistan en septembre 2019. Ce pays est en guerre depuis 40 ans, il est une des zones les plus touchées par le terrorisme au monde et au moment de ma visite, il y avait une attaque terroriste tous les 2 jours à Kaboul. Juste pendant la dernière décennie, l'ONU a estimé que le conflit avait fait plus de 100 000 victimes et malgré tout, on se sent globalement plus concerné par l'histoire de Steve que par les chiffres dramatiques de la situation ici. Le cas de l'Afghanistan n'est pas une exception. Tous les jours, les drames du monde réel nous glissent dessus et tous les jours, nous nous émeuvons du sort d'objets fictifs. Cette façon de répartir notre compassion semble assez peu rationnelle, ni même tout à fait morale d'ailleurs, et on peut se demander, notre empathie est-elle cassée ? Dans le cadre de la série 2K50, il me semblait intéressant d'essayer de comprendre ce qu'est vraiment cette émotion, de saisir ses limites et d'explorer quelques pistes pour aider à la réparer. Et l'Afghanistan semblait un endroit parfaitement adapté pour ça. Avec Charles Villa, qui travaille pour Brut, on est arrivé à Kaboul mi-septembre 2019. La ville était en ébullition. Une semaine plus tôt, un camion rempli à ras-bord d'explosifs avait explosé au centre de la Green Zone, la partie de la ville qui concentre les bâtiments officiels afghans et les ambassades étrangères. Le cratère laissé par la déflagration et ce qu'il restait des fortifications en béton armé donne une idée de la détermination des terroristes, dans le cas présent, des talibans. Quelques jours plus tard, pour commémorer le 11 septembre 2001, les talibans avaient tiré une roquette sur l'ambassade américaine, sans faire de victimes, heureusement, et quelques jours après notre arrivée, le 17 septembre, une autre explosion dans la Green Zone fit une vingtaine de morts. On était alors à quelques jours d'élections présidentielles très attendues. Alors que les US discutaient avec les talibans pour arriver à un traité de paix, ceux-ci augmentaient les attaques pour saper la légitimité du gouvernement en place. La population espérait un retour de la stabilité dans le pays, tandis que Daesh continuait ses attaques. Bref, un vaste bordel et personne n'y comprenait grand-chose. Donc là on est à un carrefour, il y a énormément de carrefours dans cette ville et ils sont tous gardés par des militaires. En fait le truc c'est que c'est des endroits stratégiques où il y a beaucoup d'attentats. En ce moment il y a à peu près un attentat tous les 2 jours et c'est souvent ici d'ailleurs que ça se passe. Et d'ailleurs comme vous pouvez voir il y a des plots qui permettent d'arrêter les voitures suicides. Voilà, donc on est dans un contexte de sécurité qui est explosif. Sans jeu de mots, de merde. Kaboul était à ce moment-là une ligne de front et le secteur des ambassades s'était transformé en place forte. Nous étions dans le pays pour couvrir les activités du comité de la Croix-Rouge internationale, à la fois à Kaboul, où il tient un centre orthopédique pour soigner et rééduquer les victimes de traumatismes physiques, et à Kandahar, où il soutient le seul gros hôpital du sud de l'Afghanistan. Dans ces installations médicales, les dépêches d'actualité prennent un visage et les statistiques, qui d'habitude glissent sur nous, ont un tout autre impact. La répétition des annonces de violence en Afghanistan participe bien sûr à l'habituation que nous en avons et donc de la distance émotionnelle que nous prenons avec ces drames. Les médias préfèrent couvrir des événements qui ont lieu près de leur public, ce qui est désigné sous le nom de « loi du mort kilométrique ». Par exemple, le 12 novembre 2015, des attentats suicides ont provoqué de très nombreux morts dans la capitale du Liban, Beyrouth. Le lendemain, les attentats de Paris ont eu lieu. Ils ont choqué le monde entier et généré une réaction internationale de grande envergure. Les victimes de Beyrouth ont été négligées par les journalistes du monde entier, comme si les Libanais méritaient moins de couverture médiatique que les Parisiens, et cette différence de valeur de la mort a été un sujet de débat important à ce moment-là. Et en Afghanistan, ce décalage est une réalité quotidienne. Si la vie d'un Afghan vaut sur le papier autant que celle d'un Français, elle ne mérite de toute évidence pas d'imprimer la même quantité de papier, justement. Mais d'autres facteurs entrent en jeu, plus profondément ancrés au cœur de notre psychologie, et c'est ça qui nous intéresse ici. L'empathie a une définition assez vague qui recouvre de nombreux processus psychologiques. C'est à la fois se soucier des autres,
mais aussi faire l'expérience des émotions que vit une autre personne, ou même voir la frontière entre ce que l'on ressent et ce que ressent quelqu'un d'autre devenir flou. Toutes ces facettes font partie de l'empathie, mais ce qu'il faut vraiment en retenir est que c'est le mécanisme psychologique qui consiste à regarder le monde par les yeux d'un autre. Ce réflexe est apparu au cours de l'évolution, et la recherche pour l'empathie chez les animaux a occupé de nombreux chercheurs durant les dernières décennies. Il en ressort que la plupart des mammifères peuvent probablement ressentir les émotions de leurs congénères et y réagir. Elle est particulièrement développée chez les grands singes, dont nous, et des chercheurs comme Frans de Waal estiment que c'est cette capacité à se placer dans les chaussures de l'autre qui a permis à nos lointains ancêtres de former des groupes sociaux stables et coopératifs. Mais voilà le problème. Si ce cadeau de l'évolution marchait très bien pour souder des tribus de quelques individus tous apparentés, le contexte a énormément changé depuis. Ce monde connecté où l'on fréquente beaucoup de gens d'origines et de cultures différentes est une anomalie par rapport à l'environnement social de tout le reste de notre histoire. Et selon Paul Bloom, psychologue à l'université de Yale, l'empathie n'est plus adaptée pour prendre des décisions morales. L'auteur, selon ses propres termes, est contre l'empathie, car elle empêche d'agir vertueusement. Cette affirmation peut sembler extrêmement surprenante, sinon choquante. Les problèmes du monde actuel semblent a priori venir plus d'un manque d'empathie qu'autre chose, et a priori, plus on en a, plus on est une personne morale. Pour Frans de Waal, toujours, l'empathie est à l'origine de l'émergence de la morale chez notre espèce, et d'autres, comme le psychologue Simon Baron-Cohen, n'hésitent pas à affirmer que l'érosion de l'empathie est à la source de tout mal. Il propose même dans son livre de substituer les deux termes. L'empathie serait donc fondamentalement morale, et au lieu de la critiquer, comme Paul Bloom le fait, il faudrait trouver des moyens de l'augmenter indéfiniment à tout le monde. Le problème est que ce processus psychologique a de très nombreuses failles que je voudrais illustrer par une petite anecdote. Le 15 septembre, nous avons traversé le pays dans un avion médical pour aller à Kandahar. Kandahar est historiquement un haut lieu pour les talibans et il profite d'une grande adhésion dans toute la région. Avec la présence de nombreuses bases militaires gouvernementales, soutenues par les forces occidentales, le sud de l'Afghanistan est une poudrière. L'hôpital de Kandahar est le seul qui soit correctement équipé dans tout le sud du pays et les deux camps du conflit y sont soignés sans distinction, talibans ou non. Des ennemis fréquentent le même hôpital et l'ambiance est assez unique au monde. Afin de récolter des témoignages, nous passions de chambre en chambre, accompagnés de médecins et de traducteurs, quand nous sommes tombés sur ce souriant vieux monsieur. De prime abord, on pouvait s'identifier à ce débonnaire papy persan, et instinctivement, notre empathie a tendance à créer une connexion émotionnelle avec ce vieil homme. Imaginez sa vie depuis l'invasion du pays par les forces de l'URSS à la toute fin des années 70, jusqu'à l'invasion américaine 20 ans plus tard. Une vie paysanne, simple, à la dure, peut-être a-t-il perdu des enfants, est-il heureux, est-il sage? Il a si peu mais il donne tellement, et que sais-je quel autre type de pensées spontanées peuvent émerger juste en regardant ce grand-père au sourire affable. C'était, sinon un taliban, au moins un soutien des talibans. Les talibans sont un groupe fondamentaliste islamique qui, depuis son émergence au milieu des années 90, a commis de nombreux attentats terroristes, est responsable de la grosse majorité des victimes civiles du conflit depuis 20 ans, soit plusieurs dizaines de milliers de personnes, et a pratiqué une forme de génocide culturel en détruisant notamment les Bouddhas de Bamiyan. Et je ne parle même pas de la place des femmes dans leur vision du monde. Ce qui casse un peu le moment empathique pour le coup. Il y a des raisons tout à fait logiques derrière son adhésion à cette idéologie, on va y revenir, mais ce qui est fascinant est de voir ce réflexe empathique exploser en plein vol. L'empathie que l'on ressent pour une personne est donc biaisée par la perspective que l'on a sur elle, ce qui a été montré par de nombreuses expériences en laboratoire. Dans une étude devenue classique, le psychologue Dan Bateson raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans, Sherry Summers, qui va mourir. Il existe un traitement pour la sauver, mais il y en a peu, et la jeune fille est tout en bas de la liste d'attente. Vous pouvez décider de déplacer son nom en haut de la liste, mais ce faisant, vous allez priver d'autres enfants qui attendent depuis plus longtemps, qui ont une espérance de vie plus courte ou qui souffrent plus. Que faites-vous? Bateson raconte cette histoire à deux groupes de volontaires, de deux façons différentes. En étant très factuel ou en prenant la perspective de la petite fille, en racontant sa douleur quotidienne, insoutenable, et ses espoirs futurs. Elle voulait devenir astrophysicienne, découvrir de nouvelles étoiles, et tout ça repose sur un simple traitement qui est entre vos mains. La conclusion de l'expérience est sans surprise. Si on leur raconte les faits de façon objective, les participants sont plus justes que s'ils empathisent avec le sort de Sherry Summers. Ce réflexe est de fait sensible à toutes sortes de manipulations,
et est donc relativement peu fiable. Par exemple, on sait aujourd'hui que l'empathie est biaisée par l'apparence. On aura tendance à plus ressentir les émotions d'une personne belle ou de la même origine ethnique que nous. Des études faites en IRM ont montré à de nombreuses reprises que des personnes à qui on présente des vidéos de gens qui souffrent réagissent plus lorsque ces personnes sont de la même couleur de peau qu'eux. D'autres recherches ont généralisé cet effet. Dès qu'une personne ne fait plus partie du groupe par lequel on s'identifie, ce qui peut être un autre pays ou une autre équipe de foot, l'empathie fonctionne mal ou plus du tout. Ce qui la rend assez peu utile pour l'aide internationale, par exemple. Une grosse limite de l'empathie est qu'elle fonctionne comme un projecteur. Elle se focalise sur une personne avec qui on se connecte émotionnellement en négligeant le reste. Cette propriété rend l'empathie complètement myope dans les cas où de nombreuses personnes ont besoin de notre aide. C'est qu'il est difficile de ressentir les émotions de plusieurs personnes en même temps. Puisqu'elle réagit à des visages, il semblera plus évident d'aider un enfant identifiable que d'investir son énergie pour diminuer ce qui sera vu comme une statistique froide, même si ces chiffres sont des vies humaines. Toutes choses égales par ailleurs, sauver 2 personnes devrait pourtant être 2 fois mieux que sauver une seule personne, et plus généralement, on devrait réagir proportionnellement à la quantité d'aide nécessaire. Mais ce n'est pas comme ça que l'empathie fonctionne. Dans un article fascinant, au titre provocateur, Paul Slovic démontre que plus le nombre de victimes augmente, moins nous sommes disposés à les aider, ce qu'il appelle l'engourdissement psychique. Ceci explique notamment les choix faits par les collectes de dons pour maximiser l'engagement du public en se focalisant sur un visage. L'empathie est donc un réflexe compulsif qui dépend de nos perspectives, de nos biais, qui ne réagit pas au nombre et qui semble globalement un assez mauvais compagnon pour prendre des décisions morales dans un monde complexe. Et c'est en effet un moment d'humilité important de se rendre compte que notre cerveau n'est pas nécessairement une machine parfaite, mais que de nombreux biais cognitifs y existent et manipulent nos décisions. Ce n'est pas ici un jugement, mais plutôt un constat. Il existe un conflit entre notre système éthique, qui déclare que toute vie se vaut, et ce qu'en disent nos intuitions. Ce n'est pas amoral d'avoir ces biais, ils sont de toute façon automatiques et il n'y a pas grand-chose à y faire, mais si l'on cherche à avoir un impact positif sur le monde, alors il est important d'être conscient qu'ils existent. Mais si l'empathie n'est pas une solution rationnelle, par quel autre moyen peut-on se connecter au monde ? Les chercheurs distinguent généralement 2 types d'empathie. L'empathie affective, qui est le processus qui nous fait ressentir ce que l'autre ressent et dont on parle depuis tout à l'heure, et l'empathie cognitive, qui nous fait comprendre intellectuellement l'état mental d'une autre personne sans le vivre. C'est ce que Paul Bloom désigne comme de la compassion, se soucier des autres sans tout le processus de se glisser à leur place. Garder une distance émotionnelle tout en se souciant d'eux, en tâchant de comprendre intellectuellement ce qu'ils vivent. La compassion est un verbe, c'est un effort à produire. Et une fois que le réflexe empathique a fait son effet, la tâche n'est pas finie. À Kandahar, nous sommes entrés dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. Devant le lit de Aibatullah, un enfant victime de l'explosion d'une mine, le médecin en charge m'a raconté de façon très professionnelle, très clinique, les procédures qu'ils avaient accomplies. Craniotomy, so opening the skull and stopping the bleeding, repairing the dura and stuff. For the laparotomy, again he went to the laparotomy and did that. Puis, je lui ai posé une question. Doctor, I've got a personal question about your emotion and your feelings. Can I ask it? Okay. So my question is, because you see so much suffering, so many people who are injured and everything, how do you do yourself to distance from it, to not be affected by it? Et sa réponse était très claire. It hurts me a lot. It hurts everybody, like all these doctors, these nurses. When you see the children at this age suffering the landmine, losing their limbs, so it's difficult to control ourselves. In our last 15 years, think about that. How many limbs we amputated in these children? You can see sometimes the patient are coming with the 4 limbs amputation. We are doing the operation. At that time, you will suffer more, and you will think about your children, think about your family. So it's difficult for us, but what we can do? That's our society, and we are doing. Thank you, doctor. That's okay. L'empathie qu'il ressent pour ses patients, des victimes injustes d'un conflit sans fin, est un poids, une véritable source de souffrance. Dans le monde médical, et notamment chez les psychologues, le concept de burn-out d'empathie a émergé récemment pour décrire ce problème. Ressentir les émotions, souvent violentes, de ceux que l'on soigne peut être toxique à long terme, et selon de nombreux témoignages de soignants, peut même parfois empêcher de prodiguer correctement l'aide nécessaire. La compassion, qui évite de trop s'épuiser émotionnellement,
permet d'éviter un peu cela. Aujourd'hui, de nombreux mouvements tentent de rationaliser la façon dont nous aidons nos prochains. Cette philosophie de l'altruisme efficace s'efforce de maximiser l'impact positif sur le monde avec des calculs qui peuvent parfois sembler froids, mais qui visent le bien commun le plus grand possible. Ses partisans, comme le philosophe Peter Singer, conseillent de donner aux institutions qui sauvent le plus de personnes pour chaque dollar récolté, de ne pas juste chercher le sentiment chaud et agréable d'avoir fait une bonne action, mais aussi de réfléchir à comment maximiser l'impact de cette action. Bref, de s'intéresser plus aux statistiques qu'aux visages d'enfants tristes. Ressentir de la compassion sans devenir un miroir à émotions. Revenons au vieux papy taliban. Si l'empathie est une boussole désorientée devant ce fondamentaliste affable, nous pouvons comprendre intellectuellement son parcours. Être sympathique des talibans et vouloir très fort le départ des armées étrangères n'est pas si étonnant quand on est né dans le sud de l'Afghanistan et qu'on s'est fait bombarder toute sa vie par des obus d'envahisseurs. Après tout, dans l'Afghanistan rural, les talibans ont eu le mérite d'apporter une forme de stabilité et de justice au milieu de la guerre civile. Et si se mettre dans les chaussures de ses partisans ne nous est pas accessible parce que notre empathie tribale ne fonctionne plus, et que l'on estime malgré tout que toute personne mérite une aide, comme le fait le Comité international pour la Croix-Rouge en zone de guerre, alors on peut utiliser la compassion pour guide. Nos cerveaux sont imparfaits, et ce monde complexe en révèle souvent les mécanismes irrationnels. En 2050, nous aurons peut-être mieux appris de ces limites, comment les contourner au mieux pour le bien commun. On peut en tout cas l'espérer. À titre personnel, j'espère aussi que les quelques personnes avec qui j'ai pu empathiser auront eu des vies meilleures que celles qu'ont eu leurs parents. Tous ces bébés malnutris de Kandahar, la moitié du poids normal et des regards qui transpercent le crâne. Ce jeune garçon, tout récemment amputé et qui était très sombre, qui s'est illuminé après que son médecin lui ait expliqué que lui aussi avait une prothèse. Le garçon ne l'avait pas remarqué et il nous a dit que plus tard, il voulait devenir docteur. Aibatullah, dont on m'a envoyé des nouvelles il y a quelques semaines, il s'est réveillé de son coma et est rentré dans son village. Les membres de l'équipe de handi-basket féminin de Kaboul, dont je n'ai pas pu parler ici, mais qui sont dans le reportage de Charles. La capitaine a perdu l'usage de ses jambes dans un tir de roquette quand elle était enfant. Elle a mon âge et 10 fois ma volonté. Tous ces gens qui ont beaucoup subi seront, j'espère, parmi les dernières personnes de l'histoire du pays à souffrir de cette guerre. Et si l'empathie vient facilement avec une musique un peu triste, des visages graves, comme c'est le cas dans ce montage, on sait aussi qu'il ne faut décidément pas arrêter l'effort ici. La compassion est un verbe. Merci à toutes et tous, portez-vous bien, à la prochaine.